Si je prends une étoile et que j'y ajoute des planètes gravitant autour, nous obtenons un système planétaire. Si j'appelle cette étoile Soleil et que j'y ajoute une planète, la Terre, là, nous obtenons notre système solaire. Le sujet du jour, le système solaire. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors pour vous présenter le système solaire dans son ensemble et en toute simplicité, et pour que cela parle à tout le monde, je vous propose de faire systématiquement une comparaison de taille avec la planète qu'on va voir ensemble et notre bonne vieille Terre. Alors, imaginez-vous dans un scaphandre. Oh non, ça recommence. Imaginez-vous donc dans un scaphandre traversant le système solaire instantanément. Objection! Moi, j'utilise une voiture volante de l'espace. Comme ça, au moins, je me fais pas chier avec un scaphandre. Une voiture volante de l'espace? Oui, monsieur, une voiture volante de l'espace qui roule à 200 km/h. Eh, bon courage, t'es pas arrivé, hein. Allez, c'est parti. Nous commençons donc notre voyage par le Soleil, notre étoile. Notre Soleil est une étoile naine, oui, naine, de couleur jaune tirant vers le blanc. C'est une étoile tout à fait ordinaire. En effet, rien que dans notre galaxie, il existe au moins 100 millions d'étoiles identiques au Soleil. 100 millions! La distance entre la Terre et le Soleil sert de base à l'unité astronomique. Donc, une unité astronomique est égale à 149 597 870,700 km. Alors moi, avec ma voiture interstellaire de la mort qui roule à 200 km/h, il me faudrait, en partant de la Terre pour aller jusqu'au Soleil, 85 ans. Et sans m'arrêter pisser. Alors le Soleil tourne sur lui-même en 27 jours terrestres. Sa température de surface, en moyenne, est de 5727 degrés. Et est composée d'hydrogène à 75% et d'hélium à 25%. 75 et 25, ça me rappelle quelque chose ça. Son atmosphère est principalement composée de 75% d'hydrogène et de 24% d'hélium. Tu me prends pour un con là, non? C'est les mêmes composants que Jupiter, et avec les mêmes pourcentages en plus. Eh oui, mais c'est pas pour rien que Jupiter est appelé Soleil raté. Hein? Soleil raté? Ah, qu'est-ce que tu racontes encore? Eh, il faut savoir que le système solaire, avant d'être composé d'étoiles, de planètes et d'astéroïdes, c'était un énorme disque de gaz, de poussière, avec des grumeaux à l'intérieur. Sous la force de l'attraction gravitationnelle, les grumeaux ont attiré vers eux les poussières et les gaz de plus en plus forts. Et un des grumeaux a attiré énormément de matière et de gaz. Et il est devenu si massif que la pression des gaz est devenue énorme. La température a augmenté et la fusion des gaz a débuté, ce qui a donné naissance à une étoile, notre Soleil. À d'autres endroits, au contraire, les matières se sont pas suffisamment accumulées et c'est pas devenu suffisamment massif pour pouvoir démarrer une fusion et c'est donc devenu une planète. On parle alors d'une étoile ratée, ce qui est le cas de Jupiter. Allez, quittons le Soleil et en route vers la première planète de notre système solaire, Mercure. Alors Mercure est visible à l'œil nu depuis la Terre. Et c'est quand même assez difficile à observer étant donné qu'elle est très proche du Soleil et donc depuis la Terre assez basse sur l'horizon et souvent noyée par les éclats du Soleil. Mais on y arrive, on peut la voir. Alors sa distance avec la Terre est assez variable. Alors, au plus près, elle va se situer à 90 millions de kilomètres de nous et au plus loin, elle va être à 210 millions de kilomètres. Alors si je calcule vite fait, au plus près... Allez, 51 ans quand même en voiture. Ouais, et 120 ans au plus loin. Ouf. Alors la température en surface sur Mercure varie suivant qu'il est exposé ou non au Soleil. Si on prend un point qui n'est jamais exposé au Soleil au fin fond d'un cratère, on va trouver moins 183 degrés. Par contre, si on prend un point qui est totalement exposé au Soleil, là on va être dans les 427 degrés. Ouais, et là ça nous fait une moyenne à 169 degrés. Et Mercure fait partie des rares 4 planètes qui ne disposent d'aucun satellite. Allez, on met les gaz, direction la seconde planète du système solaire, on l'appelle également l'étoile du Berger, vous l'avez deviné, on va parler de Vénus. Alors en fait on l'appelle l'étoile du Berger, bien que ce ne soit pas une étoile mais une planète, du fait qu'il y a très longtemps déjà dans l'Antiquité, les hommes se servaient de cette étoile, qui était la première étoile brillante dans le ciel, comme repère, notamment les bergers de l'époque. Mais c'est pas une étoile, c'est bien une planète. Alors Vénus est quasiment de la taille de la Terre, c'est un véritable enfer. C'est une planète où on va retrouver des pressions de 90 fois celles de la Terre, et une température de 480 degrés. Alors depuis la Terre, depuis un satellite ou depuis un télescope, on ne peut jamais voir la surface de Vénus, du fait de la présence d'une couche de nuages de gaz carbonique présent tout autour de la planète et qui génère en fait un énorme effet de serre. Et comme pour Mercure, Vénus ne possède pas de satellite. En troisième position, il y a la Terre et nous dessus. Exact. Et là en voiture, j'y suis déjà. Allez, direction la quatrième planète du système solaire, et à mon avis la plus intéressante, Mars.
Accompagné de ses deux satellites naturels, Phobos et Deimos, Mars est parfaitement visible dans le ciel nocturne. Un chouïa plus petit que la Terre, Mars est situé au plus près de nous, à 55 millions de kilomètres. Et en voiture ? 32 ans. Sur Mars, on y trouve des calottes polaires, comme sur Terre. Des plaines, des dunes, des montagnes, des monts, comme sur Terre. Un canyon de folie, comme sur Terre. Et le volcan le plus gros... Ah non, je t'interdis. Le volcan le plus gros du système solaire, je l'ai dit avant toi, je t'ai eu. Alors, cette planète est la cible privilégiée des scientifiques. Alors, jugez par vous-même, sur les 60 dernières années, il y a quand même eu une cinquantaine de sondes envoyées là-bas. 50. Alors, pour info, le taux de réussite de ces missions envoyées sur Mars est grosso modo de 49%. En gros, c'est une chance sur deux pour que la sonde finisse à bon port, ou finisse perdue dans le vide interstellaire, ou écrasée comme une grosse merde sur le sol de Mars. Ouais. Mais la persévérance a du bon. C'est le 28 septembre 2015 que la NASA fait l'annonce officielle d'avoir découvert de l'eau liquide sur Mars. Ouais, de l'eau salée en fait. Oui, salée, mais liquide. Alors regarde, ça se voit bien là, on voit bien les coulées. C'est merveilleux comme découverte. Ah, ça m'émeut. Il n'y a plus qu'à trouver des martiens maintenant. Oh punaise! Allez, quittons Mars pour croiser une ceinture d'astéroïdes. Alors en effet, à 2,3 unités astronomiques, on retrouve une ceinture d'astéroïdes, composée essentiellement de petits cailloux rocheux, de glace. Alors les scientifiques pensent qu'il s'agit en fait des restes de la formation du système solaire. C'est la force d'attraction de Jupiter, qui est pas très loin de la ceinture, qui empêche en fait tout ce petit monde de s'amalgamer pour former une nouvelle planète. Alors l'action de rassembler ensemble tous des petits corps pour en former un plus gros s'appelle l'accrétion. Et c'est quelque part dans cette ceinture qu'on va retrouver la toute première planète naine du système solaire, qu'on appelle Cérès. Cérès fait moins de 1000 km de diamètre, et est donc totalement invisible à l'œil nu, mais c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle est pas intéressante, bien au contraire. En effet, il semblerait que Cérès dispose d'un cœur solide, entouré d'une calotte de glace, et entre les deux, entre la calotte et le cœur, devinez ce qu'on va y trouver? De l'eau liquide. Eh ouais, de l'eau liquide. Alors, on peut imaginer plein de trucs, hein. Pourquoi pas une vie extraterrestre aquatique? Pourquoi pas? Alors, autre point intéressant pour Cérès, c'est qu'elle dispose à sa surface des points lumineux. Ouais, des points lumineux. Ou on va plutôt dire des taches lumineuses. Si, là, regardez. Là, des points lumineux. Et quoi que ça puisse être, pour le moment, c'est le mystère. Alors à partir de maintenant, il n'y aura plus de planète tellurique. Pas solide quoi. La frontière de la ceinture d'astéroïdes marque le territoire des géantes gazeuses. Alors, prochaine destination, Jupiter. Alors je vous laisse aller voir ma dernière vidéo sur Jupiter. Vous allez avoir plein de détails, plein de choses intéressantes si vous ne l'avez pas déjà vu. Je vous laisse aller la voir. Allez-y, je bouge pas, je reste là. Je vous laisse aller voir. Ok, c'est bon? Allez, on continue. Direction la 6e planète du système solaire, Saturne. Ouh là 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 là, Saturne! C'est la planète visible à l'œil nu la plus lointaine qu'on va pouvoir trouver. Elle est située à 1,355 milliard de kilomètres de la Terre. Soit 773 ans à 200 km/h. 773 ans. Son diamètre est d'environ 9 fois et demi celui de la Terre. Et devinez de quoi elle est composée? Eh oui, d'hydrogène et d'hélium. Ouais, laisse-moi deviner, 75% d'hydrogène, 25% d'hélium. T'essayes vraiment de nous prendre pour des billes, toi. Eh non, perdu. 95% d'hydrogène et 5% d'hélium. Elle est tellement légère que si on pouvait trouver un océan à sa taille, Saturne flotterait dedans. Vous vous souvenez de la vitesse des vents sur Jupiter? Dans lequel on va trouver des vents à 600 km/h. Et je l'avais dit. Ouais, et ben ça, c'est l'éternuement d'une fourmi asthmatique sur Saturne. Ah, les vents sur Saturne, c'est terrible. 1800 km/h. Bon, puis comme vous avez pu le remarquer, il existe un anneau de glace autour de Saturne. D'où son nom. En fait, pour être précis, l'anneau de Saturne est composé de 7 anneaux. Eh oui, 7. Nommés de l'anneau A à l'anneau G. Pour en finir avec Saturne, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 53 satellites naturels de découvert. Allez, direction Uranus. Alors, invisible à l'œil nu du fait de sa distance depuis la Terre, Uranus est situé à 2 milliards
870 millions de kilomètres de la Terre. 1637 ans. Et elle a un rayon égal à 4 fois celle de la Terre. Il y a actuellement 27 satellites naturels autour de cette planète, ainsi que des anneaux à peine visibles, car avec un albédo très faible. Alors à la différence des autres planètes du système solaire, Uranus présente une très forte inclinaison de son axe. Elle est quasiment dans le sens de son déplacement. D'ailleurs on dit qu'elle roule sur son orbite. Allez, direction la dernière planète du système solaire, Neptune. Elle est à distance de la Terre d'environ 4 354 700 000 km, soit 30 UA, unités astronomiques, ce qui correspond donc, comme on a vu au début de la vidéo, à une distance égale à 30 fois Terre-Soleil. Et en voiture, ça fait 2485 ans et 6 mois. Et ça commence à faire. Ouais. Et du fait de son éloignement, c'est la seule planète qui a été découverte par les mathématiques, plutôt que l'observation directe. Bon alors détrompez-vous, cette couleur bleue n'est pas due à la présence de l'eau sur cette planète, c'est uniquement dû au méthane qui compose l'essentiel de son atmosphère. Alors la sonde spatiale américaine Voyager 2, lorsqu'elle passa au plus près de la planète le 25 août 1989, elle nous envoya de superbes images de cette planète, et notamment des vitesses de vent qu'elle a pu enregistrer. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure on a parlé de Saturne, pardon. Sur Saturne, on retrouvait des vents à 1800 km/h. Bon. Here comes a new challenger! Bah là, c'est 2000 km/h. Alors, on n'a pas idée de la vitesse que ça peut faire, 2000 km/h. Alors, pour mettre un peu en comparaison avec ce qu'on a ici sur Terre, alors, il faut savoir que lors de la tempête qui a eu lieu en décembre 99, sur un courant de jet situé très haut en altitude, au-dessus de Brest, on a relevé, enfin, du moins Météo France, a relevé une vitesse de vent de 529 km/h. 529, 2000, on en est loin et Dieu sait que ça a fait énormément de dégâts cette tempête. Neptune enfin possède 14 satellites connus à ce jour, dont le plus connu est Triton. Elle dispose également de 5 anneaux, dont la composition et l'origine est inconnue à ce jour. Alors si on continue encore à s'éloigner, on va quitter Neptune, ça va être la dernière planète connue du système solaire, et on va rentrer dans une nouvelle ceinture d'astéroïdes qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Alors la ceinture de Kuiper, elle ressemble un peu à la ceinture d'astéroïdes qu'on a vue entre Mars et Jupiter. Ceci dit qu'elle est essentiellement composée de glace, et on suppose que c'est l'origine même de nos comètes. Et c'est dans cette ceinture de Kuiper qu'on va retrouver un objet déchu de son statut de planète le 24 août 2006 pour devenir une planète naine. Je vais bien sûr parler de Pluton. Alors Pluton, je vais volontairement pas en parler dans cette vidéo. En effet, depuis l'arrivée de New Horizons, la sonde spatiale américaine, en juillet 2015 autour de ces planètes, on reçoit un flot et une multitude de choses super intéressantes sur ces planètes, pas du moins sur ces planètes naines, je vais avoir du mal à m'y faire. Je peux pas en parler comme ça. Pluton fera l'objet d'un épisode à part entière. Je peux pas faire autrement, ce serait gâché. Alors au-delà de Pluton, nous trouverons d'autres planètes naines rangées dans la catégorie des plutoïdes. C'est une classe spécifique pour désigner des planètes naines transneptuniens comme Pluton. Alors transneptunien, ça veut bien dire au-delà de Neptune. Alors ces objets étant très éloignés et n'ayant fait l'objet d'aucun survol par aucune sonde, on n'a que très peu d'informations sur ces planétoïdes. Donc dans la catégorie plutoïde, je demande Makemake. Makemake. Distante de 52 unités astronomiques, elle ne dispose pas de satellite naturel. Son diamètre correspond aux 3/4 de celui de Pluton. Makemake. Allez, dans la famille des plutoïdes, je demande Eris. Eris est éloigné en moyenne de la Terre de 10 172 655 000 km. 5806 ans en voiture. Alors, on la sent bien la nécessité d'avoir une autre unité de mesure que le kilomètre là. Hein. Allez, ça donne 68 unités astronomiques. Eris est le plus gros objet connu au-delà de Pluton. Elle est en gros 5% plus grosse que lui. Son diamètre estimé est de 2400 km. Et il possède une lune, au doux nom de dysnomie. Je vous réunis ici toute la grande famille des transplutoniens connus avec le respect des échelles. Alors sachant que rien n'arrête la curiosité de l'homme, cette liste va très certainement se rallonger dans les années à venir. Voilà, cet épisode numéro 2 de Mode Noire est maintenant fini. Alors, je suis vraiment désolé, cet épisode était un peu plus long que le premier, mais il y avait tellement de choses intéressantes à dire, et je voulais tellement rester exhaustif que j'ai du mal à me limiter. Merci de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne également, de partager comme des malades que vous êtes, et également de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas,
La matière noire fait marcher votre matière grise. Allez, ciao!